Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous le savez, sur la chaîne, les comics indés sont souvent mis à l'honneur, et pour une fois, on va être en raccord avec l'actualité. Enfin, après quelques semaines de retard, mais ça, c'est la faute de Mizura. Il était en pleine hibernation, heureusement qu'Avenger Endgame l'a réveillé. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'Umbrella Academy, en vous présentant le comics, la série et vous expliquer un peu les différences entre ces deux œuvres de très bonne qualité. Je dirais même d'excellente qualité. Alors, si vous êtes prêts... Gérard Way est un musicien et auteur de bande dessinée américain. Ayant étudié la BD, il finit par entrer chez Cartoon Network en tant que stagiaire. Le lieu se situant proche du World Trade Center, il fut malheureusement témoin des attentats du 11 septembre 2001 et décida de changer de vie pour voir le monde. Il forma alors le groupe My Chemical Romance avec des acolytes peu de temps après. Leur première chanson réfère d'ailleurs à cette horrible tragédie. Le groupe connut un grand succès avant de se séparer en 2013, Way souhaitant en effet poursuivre sa carrière en solo. En parallèle de sa carrière de musicien, Way continua le dessin par passion, et en 2007, il écrivit et dessina sa propre bande dessinée, Umbrella Academy. Toutefois, pour la version définitive, c'est l'auteur Gabriel Bá qui s'occupera des dessins. Et si les deux premiers tomes sont sortis en 2008 et 2009, il faudra attendre bien des années avant que notre auteur reprenne l'écriture de cette série. Et c'est finalement en 2019 que ce troisième numéro sera terminé intégralement et publié par la suite en France. Le synopsis d'Umbrella Academy commence par la plus grande simplicité. Au cours d'un match de catch historique en 1989 entre un catcheur et... Le catcheur Tom Gurney dit la tatane qui affronte un poulpe extraterrestre venu de la planète Rigel X9. Qui est sans doute une grosse référence aux Simpsons avec leurs aliens Kang et Kodos provenant de la planète Rigel 4 qui fait elle-même référence à une planète de Star Trek. Bref, c'est le soir de ce combat que 43 enfants dotés de pouvoirs surprenants voient le jour en même temps un peu partout à travers le monde. Sir Reginald Hargreave, un mystérieux et richissime inventeur, décide alors d'adopter 7 de ses enfants si particuliers, avec un but très simple en tête, sauver le monde. Et comment douter qu'il en soit incapable, alors que ses recherches ont déjà permis de faire évoluer les singes de manière à ce qu'ils soient aussi intelligents que les humains, si bien qu'ils soient totalement intégrés à la société. Pour ce faire, il crée la Umbrella Academy au sein de laquelle seront éduqués les enfants. Considérés comme des outils par leur père, ils sont appelés le plus souvent par un numéro de matricule ou un surnom plutôt que par leur nom véritable. Le numéro de matricule désigne par ordre croissant leur degré d'utilité pour leur père et inversement par ordre décroissant, il désigne aussi leur potentiel. Nous avons donc, numéro 1, Space Boy. Il est le chef de la Umbrella Academy, un leader sensible doté d'une force et d'une résistance exceptionnelle. Mais suite à un accident lors d'une expédition sur Mars, son corps meurtri fut remplacé par celui d'un immense gorille. Kraken. Il est capable de rester en apnée indéfiniment et dispose de grandes capacités liées au maniement du couteau. Frustré de sa position de second, c'est un électron libre difficile à canaliser, adepte de la violence tant verbale que physique. Un sale gosse quoi. Numéro 3, Rumeur. Elle a la capacité de faire se réaliser n'importe quel événement en commençant une de ses phrases par « J'ai entendu dire que ». J'ai entendu dire que Dark adorait écouter du Jul à fond dans sa cabine. Profondément narcissique, elle n'a pas hésité à utiliser ses pouvoirs pour s'octroyer une plage de choix dans la société, ce qui lui vaut d'ailleurs la version de la plupart des membres de sa famille. Séance. Toxicomane pour le moins avéré, il possède des pouvoirs de télékinésie, de lévitation et peut également communiquer avec les morts, à condition d'avoir les pieds nus. C'est un excentrique qui peine à communiquer, mais qui aime profondément sa famille. Numéro 5. Aucun respect, il n'a même pas de surnom. Il possède la faculté de voyager dans le temps, un pouvoir difficile à contrôler, à cause duquel il se retrouve piégé dans le futur. Et lorsqu'il parvient à revenir, il retrouve l'apparence qu'il avait lors de son départ, celle d'un enfant de 13 ans. Pourtant, il avait déjà vécu presque 60 ans. Horreur. Son ventre lui permet d'ouvrir un portail vers une autre dimension de laquelle jaillit des tentacules gigantesques appartenant à des monstres cosmiques.
Plutôt badass. Numéro 7, la viole blanche. Cinquième roue du carrosse, ou plutôt devrais-je dire la septième, elle ne possède aucun pouvoir si ce n'est que celui de très bien jouer du violon. Il se pourrait toutefois qu'elle cache quelque chose qu'il ne vaudrait mieux ne pas voir émerger un jour. Ces personnages sont pour la plupart vraiment intéressants et vous en trouverez forcément un qui vous correspond. En ce qui nous concerne, on apprécie particulièrement Spaceboy et numéro 5 qui partagent d'ailleurs une autre particularité, ce sont les seuls à être des jumeaux. Sous les feux des projecteurs, l'Umbrella Academy accumule les exploits comme tout grand groupe de super-héros, mais suite au décès de leur frère Horreur avant le début des événements du premier tome, le groupe finit par se dissoudre et chacun des enfants devenus adultes va vivre sa propre existence. Le premier tome reprend l'histoire suite au décès de leur père adoptif. Ils sont alors forcés de se retrouver pour l'enterrement, sans se douter qu'au même moment, un terrible danger menace de détruire le monde, et force alors frères et sœurs à s'unir à nouveau. Le deuxième livre se consacre un peu plus à l'histoire de numéro 5, après sa disparition lorsqu'il était enfant. On apprend que suite à son voyage dans le temps, il est resté coincé, seul des dizaines d'années dans un monde apocalyptique où il est le seul humain encore en vie. L'adaptation aurait dû être initialement sous forme d'un film, cependant, il a été décidé d'en faire une série produite par Universal en collaboration avec l'éditeur de comics Dark Horse. C'est principalement Steve Blackman qui se charge de la production de la série. Eh oui, par-dessus la troisième corde! Oulala, t'as pas pris ton cachet toi ce matin, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, Steve Blackman, le catcheur. Non, rien à voir, c'est un producteur ayant notamment travaillé sur des séries très connues comme Bones, Private Practice, Altered Carbon, Fargo, etc. Je reprends. C'est finalement en 2017 sur Netflix que la série verra le jour aux yeux du grand public. Le feuilleton raconte donc l'histoire d'une famille dysfonctionnelle de super-héros qui se réunissent pour résoudre le mystère de la mort de leur père, l'apocalypse, etc. Et là, normalement, vous imaginez donc que c'est exactement pareil dans les comics. Pourtant, on peut noter pas mal de différences. Tout d'abord, l'intrigue. Alors certes, la fratrie se retrouve pour résoudre la mort de leur père et déjouer la fin du monde, mais ça ne s'arrête pas là. On va aussi puiser dans le tome 2, Umbrella Dallas, pour ajouter une grosse partie autour de la disparition de numéro 5 dans le futur, avec l'organisation de voyages temporels et les deux tueurs à gages, Chacha et Hazel. Et la fusion de ces deux arcs scénaristiques fonctionne parfaitement dans la série, avec plusieurs intrigues se dirigeant toutes dans la même direction, mais prenant des chemins différents. Bon, après il y a beaucoup de différences, mais c'est normal, c'est une adaptation. Alors on va juste terminer avec les changements majeurs pour les personnages. Par contre, il risque d'avoir pas mal de spoils, donc si vous n'avez pas encore vu la série, revenez une fois que vous aurez rattrapé cette erreur monumentale. Hargreaves. Dans l'œuvre d'origine, celui-ci n'est clairement pas humain, on l'aperçoit même enlever son visage d'humain. Si sa mort est naturelle sur papier, en vidéo, il se suicide pour permettre à ses enfants de se retrouver. Numéro 1, Spaceboy, plus communément appelé Luther dans la série. Elle a les mêmes pouvoirs que dans le comics, même si sa force paraît beaucoup moins grande et qu'il ne possède pas son jetpack. En même temps, heureusement, j'avais pas envie de voir un gorille en CGI voler dans la ville. D'ailleurs, son corps simiesque est caché dès les premiers épisodes sur Netflix, alors que dans le comics, on le voit avec ce corps dès le début. D'ailleurs, l'origine de sa transformation est aussi différente. Dans le livre, il obtient ce corps de suite à une tentative de voyage spatial, alors que dans le format télé, c'est après l'échec d'une mission en solo que son père le soigne en remplaçant son corps par celui d'un gorille. Numéro 2. Diego a subi peu de changements, même si son histoire d'amour ne tourne pas autour de la même personne dans les deux formats. Dans l'un, il est l'ex d'une policière, alors que dans l'imprimé, il éprouve beaucoup de sentiments pour sa sœur numéro 7. Numéro 3. Changement majeur pour Allison, sa couleur de peau. Alors qu'elle est décrite comme blonde caucasienne dans les comics, Même si on la voit avec des cheveux violets. dans la série, Rumeur est afro-américaine, ce qui est plutôt une bonne chose car je trouve la magnifique actrice Evie Raver Lampman parfaite pour le rôle. Puis, il est plus crédible que les 7 enfants adoptés aux États-Unis ne soient pas tous blancs. Ce n'est d'ailleurs pas le seul enfant à changer d'ethnie. Numéro 4. Dans la série, il ne possède pas de pouvoir télékinésique, mais est toujours capable de parler aux esprits de l'au-delà, et parfois même de les évoquer. Cependant, l'utilisation de ses pouvoirs se fait plutôt rare, vu que pour cela, celui-ci doit être sobre. Et oui, pour lutter contre sa peur des morts, qui le hante jour et nuit, Klaus se drogue et s'alcoolise afin d'annuler ses pouvoirs. Si dans le comic son homosexualité est sous-entendue par moments, dans la série, son amour avec un soldat de la guerre du Vietnam est clairement montré. Numéro 5. Pas de grand changement pour ce personnage, c'est sûrement l'un des plus fidèles à l'œuvre d'origine. Numéro 6. Si Ben est caucasien sur papier, il est d'origine asiatique dans la série. Dans le comics, il n'apparaît que lors de flashbacks, alors qu'à l'écran, il est bien plus présent, car il accompagne constamment son frère Klaus, seule personne encore capable de communiquer avec lui.
et même de leur amener du monde des morts par moment. Pour numéro 7, la différence majeure réside surtout dans son histoire d'amour avec le personnage d'Harold Jenkins. Et terminons avec le chef de l'organisation de voyage temporel Carmichael. Homme à tête de bocal avec un poisson à l'intérieur, il est remplacé ici par la gardienne, une femme mystérieuse et apparemment très attachée à sa fonction. Au final, le comics est vraiment très bon, avec des idées qui spamment constamment dans la tête de Gerard Way, et un visuel bien à lui très sympa. Cependant, certaines idées et personnages ne sont finalement pas assez approfondis. Et c'est pour cette raison que j'ai parfois du mal à affectionner certains membres de l'académie. Si le tome 1 se consacre principalement à Vanya et Space Boy, le tome 2, lui, se focalise plus sur numéro 5, Klaus et légèrement Rumeur. Du coup, on n'a pas assez de moments intimes avec Allison, Diego et surtout Horreur pour que l'on s'attache réellement à eux. Et j'espère d'ailleurs que le tome 3, qui devrait paraître cette année toujours chez Delcourt, rattrapera un petit peu ce manque. Quant à la série, je suis complètement tombé dingue amoureux de celle-ci. Chaque personnage a une part importante dans le récit, et chacun vous offrira sa petite touche d'émotion, que ce soit avec leur tristesse ou leurs histoires de cœur. Bon, même si personnellement, Vanya et Diego ne sont clairement pas des personnages que j'affectionne beaucoup. Je ne peux donc au final que vous conseiller de lire les comics publiés chez Delcourt et de voir la série sur Netflix qui fait aujourd'hui partie de mes séries préférées, aux côtés de monuments comme Breaking Bad, Game of Thrones, Orange is the New Black, etc. Et bien voilà, j'espère que c'est... T'avais dit que je serais payé pour cette vidéo? C'est-à-dire que les caisses sont plutôt vides, du coup, comme pour les artistes, je peux te payer en pub, non? Ça te va? Sérieux? Bon bah... ok alors. Salut les Comicsvores, du coup, je reprends du service. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne perso, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Thanos et une autre sur le tribunal vivant. Allez, dégage. Décidément, c'est pratique ce petit bouton. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à liker et partager la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez connaître les vidéos en avance, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter. Je poste régulièrement des petits teasings et aussi mes achats et lectures comics du moment. Merci encore et à très bientôt, Terrien.